Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite pour commencer, concernant l'amélioration des transports dans la capitale et ses environs, des discussions sont déjà en cours, qu'il s'agisse de la mise en place d'une ligne sur la rocade ou des bus qui seront importés pour opérer dans la capitale. Il y a encore des détails à gérer selon le ministre des Transports et de la Météorologie. Les détails avec Judika Ranjenirin sur les images de Andra Zanjabi. Les bus sur la rocade Niariv n'est pas encore pour cette année, selon le ministre des Transports et de la Météorologie, Ramouzavel Valéry. Selon lui, il y a déjà des discussions avec la municipalité d'Antananarive concernant le transport autour de la capitale et le déplacement de la gare routière. Mais tous les acteurs concernés devraient également participer aux discussions, a-t-il poursuivi. Le projet du gouvernement pour améliorer les transports dans la capitale d'Antananarive et aussi l'importation des véhicules de transport sont également en cours de discussion avec les techniciens, toujours selon lui. En attendant l'aboutissement de ces projets, l'avancée des deux chantiers géants, le transport par câble ou le TPC et train urbain, qui vont améliorer la circulation dans la capitale, est déjà visible. Et côté sport, l'équipe nationale de volley-ball vise l'or. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de la fédération lors de la remise des équipements pour les volleyeurs par le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ministre coach de cette discipline, avec le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Toujours selon lui, les Jeux des îles sont l'occasion de démontrer l'unité et le patriotisme. Nyarvlatsferan Braz 2100. 1990, c'était la dernière fois que l'équipe féminine de volley a remporté le médaille d'or. Pour cette 11e édition, l'objectif est d'atteindre la première place selon le vice-président de la fédération. Ces Jeux des îles qui se tiendront à Madagascar sont une occasion de démontrer la solidarité, l'unité et le patriotisme selon le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Ravuka Chafidinyav, ministre coach avec le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. En guise de soutien, le ministre Ravuka Chafidinyav a remis des équipements aux volleyeurs. Une entreprise a également offert de l'eau à cette équipe nationale de volley. Selon lui, cette collaboration entre État et le privé démontre que les Jeux des îles sont une fierté de toute la nation. Il appelle les autres entreprises à contribuer pour soutenir les athlètes malagasy. Il est à rappeler que la 11e édition des Jeux des îles se tiendra à Madagascar du 25 août au 3 septembre de cette année. Et en économie, Mahanour a également été doté d'une machine de transformation de leur culture dans le cadre de la mise en place des pépinières industrielles. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation est venu en personne remettre ces matériels. Selon lui, cela aidera les agriculteurs pour que leurs produits ne périssent pas. C'est aussi la concrétisation de l'engagement numéro 7 du président de la République, Andra Zanjabi. Reportage de Judika Ranjenirin. Une machine puissante pouvant transformer 1 tonne à 1,5 tonnes de manioc par heure a été remise pour résoudre les problèmes des agriculteurs à Mahanour. Le manioc ne manque pas dans ce district qui produit entre 27 000 à 30 000 tonnes par an. La plupart des habitants en cultivent. Afin que le manioc soit transformé en farine, le ministre Edgar Azafnjava leur a offert cette machine. La farine de manioc coûte 7 500 arrières le kilo, alors que le manioc ne coûte que 500 arrières le kilo. Avec 1 tonne de manioc, on obtient 300 kg de farine et 250 kg d'amidon. Conformément à la logique d'implantation des zones industrielles, la machine de transformation de manioc a donc été choisie pour créer une filière pour les produits des collectivités de base et ainsi augmenter les revenus des agriculteurs. Cette machine de transformation de manioc présentée par le ministre de tutelle est la 75e remise à des collectivités pour créer une industrie locale. Fait divers à présent, 2 personnes ont succombé à la suite d'un accident de circulation
qui s'est tenu dans le district de Maevatanan ce matin vers 4 heures. 11 autres personnes ont été blessées parmi ces passagers qui provenaient d'Antananarivo et qui allaient rejoindre Mazang. Les détails avec Fanchesena Mirai. Une ressortissante indienne et un père de famille ont succombé suite à un accident de circulation qui a eu lieu ce matin à 4 heures sur la Nationale 4. 11 autres passagers ont été blessés et transférés à de Maevatanan. Cet accident s'est passé dans la commune rurale d'Antanbar, 30 km après Maevatanan en direction de Mazang. Il s'agit d'un taxi brousse reliant Tanamazang. Selon les informations, ce véhicule a fait marche arrière au milieu d'une pente et a fini par tomber dans un ravin. Le conducteur fait également partie des blessés. En politique, la registre électoral sera mise en place le 20 juillet après les différents processus de la refonte de la liste électorale, selon le directeur des opérations électorales et des référendums. Ce registre sera utilisé pour les élections à venir et sera valable jusqu'au 15 mai 2024. C'est en Irlande. Les carnets utilisés par le CLRE pour l'enregistrement des listes des citoyens auprès des Fukutani sont attendus au niveau des districts jusqu'au 11 juillet prochain. Mais avant cela, ces listes devraient passer par le CEC. C'est à partir de là que ces noms sont enregistrés dans le logiciel informatique jusqu'au 17 juillet, moment où l'on clôturera définitivement la liste électorale avec les partenaires, explique le directeur des opérations électorales et du référendum. L'on sait également qu'il y aura un audit des fichiers électoraux et que cette liste sera définitive et valable jusqu'au 15 mai 2024. Dans les actualités internationales, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré à Istanbul un soutien sans équivoque à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État turc qui recevait Zelensky pour la première fois en Turquie depuis le début de la guerre en février 2022 a estimé à quelques jours du sommet de l'OTAN à Vilnius des 11 et 12 juillet que l'Ukraine mérite de rentrer dans l'Alliance Atlantique et a appelé les deux pays, Russie et Ukraine, à retourner aux pourparlers de paix. France 24. Je crois qu'on peut retenir trois choses de cette conférence de presse. L'OTAN, le corridor céréalier, et puis aussi une question à propos des échanges de prisonniers, en particulier qui portaient sur les Tatars de Crimée. Vous savez, c'est ce peuple turcique qui vit dans la région depuis très longtemps et vis-à-vis duquel la Turquie s'est toujours senti une certaine responsabilité, une certaine solidarité. Le président turc a commencé la conférence de presse en disant que l'amitié entre la Turquie et l'Ukraine s'était renforcée depuis le début de la guerre. Il a dit qu'aucun autre pays au monde n'avait fait autant que le sien, que la Turquie, pour œuvrer pour la paix, pour la diplomatie, pour la médiation. Il a rappelé les principes qui guident la Turquie dans son approche depuis cette guerre, à savoir le soutien sans faille à l'intégrité territoriale ukrainienne, à sa souveraineté nationale, à son indépendance. Il a dit que cette guerre était contraire au droit international, comme l'invasion de la Crimée en 2014 l'avait été. En ce qui concerne le couloir céréalier, il a dit qu'il travaillait sans relâche pour essayer de convaincre la Russie de donner son accord à un renouvellement. Il s'est montré assez confiant. Il a dit qu'il avait bon espoir, qu'il allait en parler avec Vladimir Poutine, soit par téléphone, soit quand Vladimir Poutine se rendra directement en visite officielle en Turquie le mois prochain. C'est ce qu'il a annoncé. Puis enfin, en ce qui concerne, je vous le disais, les Tatars de Crimée, il a remercié Volodymyr Zelensky pour son engagement à réinstituer leurs droits en Crimée après la libération. Volodymyr Zelensky, lui, de son côté, a chaleureusement remercié le président turc pour son soutien répété, on l'a entendu encore une fois, à la candidature ukrainienne à l'adhésion de l'OTAN. En ce qui concerne le corridor céréalier, là, le président ukrainien s'est montré beaucoup plus offensif. Il a accusé Vladimir Poutine de bloquer les bateaux, de se comporter en mer Noire comme s'il était propriétaire de cet espace. En ce qui concerne les Tatars de Crimée, Volodymyr Zelensky a demandé à la Turquie d'œuvrer au maximum pour essayer de convaincre la Russie de libérer les enfants qui ont été capturés en Crimée, qui sont aujourd'hui en Russie, essayer de les libérer et éventuellement en les faisant transiter
par la Turquie. Donc voilà pour cette question sur les échanges de prisonniers. Il a aussi indiqué que la Turquie aura un rôle à jouer pour la reconstruction du pays après la libération. Voilà, cette conférence de presse qui a été un peu plus courte, je crois, que prévu, ou en tout cas ce à quoi on pouvait s'attendre, et qui intervient dans un moment évidemment très crucial avant une semaine extrêmement importante, puisqu'il y aura à la fois la semaine prochaine le sommet de l'OTAN à Vilnius et quelques jours après l'expiration de ce corridor céréalier en mer Noire. Et conformément à la Convention de 1997 sur les armes chimiques, la dernière roquette M55 dotée de sarin, une substance neurotoxique, a été détruite vendredi, a annoncé le Pentagone. Pendant des décennies, les États-Unis ont maintenu un arsenal contenant du gaz moutarde ou des agents neurotoxiques ou innervants. Joe Biden a appelé la Russie et la Syrie à se conformer à cette convention. France 24. Sur ces images fournies par le gouvernement américain, des obus présentés comme des armes chimiques sont détruits dans ces machines. Washington a annoncé vendredi avoir parachevé la destruction des derniers stocks américains d'armes chimiques, conformément à la Convention de 1997 qui interdit leur fabrication et leur stockage. Depuis plus de 30 ans, les États-Unis s'efforcent sans relâche d'éliminer leur stock d'armes chimiques. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que les États-Unis ont détruit de manière sécurisée la dernière munition de cette réserve, nous rapprochant un peu plus d'un monde débarrassé des horreurs des armes chimiques. Au plus fort de la guerre froide, les États-Unis possédaient près de 29 000 tonnes d'armes chimiques, le plus gros stock au monde après l'URSS. Les Américains rejoignent donc les 164 autres pays signataires de la Convention qui avaient eux d'ores et déjà supprimé leur stock. Utilisées pour la première fois lors de la Première Guerre mondiale, les armes chimiques ont refait surface dans les années 80. L'Irak les utilise massivement dans la guerre contre l'Iran. Récemment, c'est dans le conflit syrien que l'horreur a éclaté aux yeux du monde. En août 2013, près de 2000 civils subissent une attaque au gaz sarin dans la banlieue de Damas. Sous la pression de l'ONU, le régime de Bachar al-Assad rejoint la convention d'interdiction. Mais 5 ans plus tard, en 2018, 43 personnes sont tuées à Douma dans une attaque des forces armées syriennes au gaz sarin et au chlore. Aujourd'hui, 4 pays, dont la Corée du Nord et l'Égypte, demeurent en dehors de la Convention. Récemment, la menace de leur utilisation est réapparue dans la guerre en Ukraine. Selon le gouvernement américain, la Russie continuerait d'entretenir un programme de développement non déclaré, pourtant interdit par la Convention. Le gouvernement de coalition du Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est effondré après des différences insurmontables entre les 4 partis au pouvoir autour de la politique migratoire des Pays-Bas, entraînant la tenue prochaine des élections législatives anticipées. France 24. En fin de journée, des dizaines de curieux se rassemblent devant le Binnenhof, le centre du pouvoir néerlandais. Ces citoyens le savent, la fin du 4e gouvernement de Mark Rutte est proche. Au milieu de la soirée, le Premier ministre libéral acte l'échec des négociations entamées avec ses partenaires de coalition. Ce soir, nous sommes malheureusement parvenus à la conclusion que les différends étaient insurmontables. Pour cette raison, je vais prochainement présenter ma démission au roi au nom de tout le gouvernement. Depuis janvier 2022, Mark Rutte était à la tête d'un gouvernement rassemblant 4 formations de la droite et du centre. Mais cette semaine, le Premier ministre a pris ses alliés de court en présentant un projet de loi controversé. Son objectif, restreindre drastiquement le regroupement familial pour les personnes réfugiées aux Pays-Bas, inacceptable pour les autres formations de la coalition gouvernementale. La démission de Mark Rutte ouvre une période d'incertitude pour les Néerlandais. C'est arrivé brusquement. Nous avons appris que le gouvernement allait tomber. Je m'inquiète de ce que l'avenir nous réserve en matière de politique. Sur l'immigration et les finances, nous ne sommes pas le pays le plus économe et j'espère que le prochain gouvernement fera preuve d'une plus grande volonté de faire avancer les choses. Les prochaines élections législatives n'auront pas lieu avant la mi-novembre. Le Premier ministre sortant n'a pas encore pris sa décision quant à une éventuelle candidature.
Et un petit mot sur la météo pour terminer. Les températures connaîtront une légère hausse au cours des prochaines 48 heures pour les parties centre et sud de l'île selon la météo. Elles seront aux alentours de 11 à 22 degrés Celsius pour les hautes terres et 18 à 33 degrés Celsius pour le sud. Les températures diminueront à nouveau mardi. Elles seront de 7 à 20 degrés Celsius pour les hautes terres. Les conditions maritimes continueront d'être perturbées sur les côtes est, sud-est et nord-est de l'île en raison des inondations modérées du sud-est et du sud-ouest. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite après la finale de l'émission culinaire, C'est toi le chef. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.